Salut! Comme promis, je reviens avec une nouvelle vidéo pour vous parler des livres de non-fiction que j'ai lus l'année passée. J'en ai apprécié 18, donc je vais vous en parler ici. Ce n'est pas une vidéo qui va plaire à l'algorithme puisque je vais vous parler de livres qui sont politiquement engagés ou du moins qui véhiculent un message politique. J'espère que ça vous plaira, que ça vous fera découvrir de nouveaux sujets et de nouveaux horizons à explorer. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît. Pour rendre cette vidéo un peu plus captivante, je vais classer ces livres en fonction de leur niveau de difficulté de lecture, mais aussi en fonction de leur position politique, en fonction de s'ils sont plus ou moins assumés politiquement. Voici le tableau dans lequel je vais classer ces livres. En abscisse, vous avez la position politique du livre, s'il est plutôt de gauche ou plutôt très de gauche. Vous voyez un peu mon bord politique. Et en ordonnée, vous avez la difficulté de lecture du livre. Donc vous avez en haut le niveau très facile, très accessible, et en bas un niveau un peu plus difficile. J'avoue que les 4 livres qui me permettent de classer le curseur de difficulté ou du bord politique du livre sont des livres que j'ai déjà lus. Voilà, faites ce que vous voulez de cette info. Le premier livre de non-fiction dont j'aimerais vous parler, c'est un livre que j'ai déjà mentionné dans ma première vidéo, qui est Le journal d'un cancer d'Audre Lorde. Pour faire court, Audre Lorde, c'est une féministe et activiste afro-américaine du XXe siècle qui, dans son journal d'un cancer, va raconter son parcours lorsqu'elle apprend qu'elle a un cancer du sein. Elle va notamment subir une mastectomie, donc on va lui retirer un sein, et elle va nous conter toute la difficulté du regard des autres à l'égard de son choix de ne pas mettre de prothèse, de toute la difficulté qu'il y a à avoir ce parcours de malade, mais aussi de femmes lesbiennes, racisées, dans un temps où les normes patriarcales et hétérosexuelles sont assez prégnantes. J'adorais lire cette autobiographie empreinte d'une sincérité et d'une lueur d'espoir dans le fait qu'elle nous enjoint à parler et à écrire nos propres récits, notamment des récits qui nous poussent à sortir du silence et à dire tout ce qu'on a à dire. Pour le placer dans le tableau, je dirais que c'est un livre qui est politiquement engagée, elle ne le cache absolument pas, et c'est une autobiographie qui est assez facile à lire, donc je le placerai ici dans le tableau. Le prochain livre, c'est un court essai qui s'appelle « On ne peut pas accueillir toute la misère du monde, en finir avec une sentence de mort ». C'est un livre que je conseille à tout le monde, qui est extrêmement court, mais extrêmement dense en intelligence. Dans cet essai, les auteurs vont décortiquer la phrase du titre « On ne peut pas accueillir toute la misère du monde », pour montrer que c'est une phrase assez bateau, empreinte de racisme, mais aussi qui va supporter des politiques discriminatoires à l'encontre des immigrés. Il faut savoir que la misère que sont censés apporter les immigrés sont en fait issus de politiques discriminatoires françaises qui vont soit augmenter, soit entretenir la pauvreté de ces personnes en interdisant par exemple l'accès à certains emplois, en interdisant certaines aides. Il faut savoir que cette politique qui empêche du coup les personnes immigrées d'avoir des aides, d'avoir accès à certains emplois, va permettre à la France d'avoir une main-d'œuvre qui va être docile, mais aussi très peu chère, qui vont se retrouver à faire des métiers que personne ne veut, et donc qui vont permettre aussi d'améliorer l'économie française. Je pense que c'est un livre qui permet à des personnes qui ne sont pas familières avec la politique de s'intéresser à des sujets de société. C'est un livre par exemple que j'ai mis en boîte à livres et qui, je pense, peut permettre à des personnes de s'intéresser à ce sujet crucial qui est l'immigration et qui est un sujet qui véhicule pas mal de polémiques, notamment dans la sphère de la droite ou de l'extrême droite. C'est donc un livre que je mettrai dans la partie du tableau des livres très accessible et aussi de gauche, mais pas trop. Je dirais que certes c'est un sujet conflictuel, mais c'est un sujet que toute personne de gauche devrait maîtriser, je pense. Donc c'est un peu le b.a.-ba de la personne de gauche. Le troisième livre s'appelle Manifeste du Muséum aux origines du genre. C'est un livre édité par le Muséum national d'histoire naturelle et c'est un livre pareil, très condensé et qui va nous parler du coup du sexe et du genre. C'est un sujet qui, je dirais, qui fait aussi polémique, notamment lorsqu'on pense aux politiques actuelles des États-Unis à l'encontre des personnes transgenres.
C'est un livre qui est extrêmement facile d'accès puisqu'il va nous parler du sexe, que ce soit du sexe génétique, du sexe phénotypique. Le livre montre très bien que cette classification binaire qui sert en médecine par exemple n'est pas du tout une réalité scientifique à proprement parler, que c'est issu d'une volonté des hommes à vouloir classifier mais aussi à vouloir soulever des connaissances pour pouvoir permettre des avancées scientifiques. Mais le livre montre bien que cette catégorisation binaire ne doit pas faire tomber les gens dans l'essentialisme, c'est-à-dire dans le fait de dire que si une personne a telle caractéristique, c'est donc qu'elle est une femme, ou si une personne a telle caractéristique, alors c'est un homme. J'ai trouvé cela extrêmement intéressant. Et le livre montre très bien que le fait de parler de sexe, de genre, dans un carcan très serré, très traditionnel, va permettre non seulement de maintenir certaines normes et certaines traditions comme légitimes, alors que cela n'est absolument pas le cas. Il est bien de rappeler que certes, les mammifères sont composés de mâles et de femelles, mais par exemple les blobs ont par exemple 720 genres ou sexes différents. L'appel à la tradition, l'appel à la nature n'est pas un argument viable. Mais surtout, cette catégorisation va aussi permettre d'entretenir une hiérarchie et donc des formes de domination qui n'ont pas lieu d'être lorsque on vit en société. Donc un essai très court, très facile d'accès et politiquement engagé, mais ce n'est pas non plus une théorisation de gauche très poussée. Donc je le mettrai dans cette partie du tableau. Le prochain livre dont j'aimerais vous parler n'est pas un livre politiquement engagé, il ne véhicule même pas de message politique, mais ça fait partie d'une de mes meilleures lectures puisqu'il s'intéresse à un domaine qui me fascine, me passionne, c'est la zététique ou l'art du doute. C'est un livre qui s'intéresse au sophisme, à la rhétorique, à la façon dont les gens ont de penser, c'est un peu une sorte de métaconscience où on s'intéresse au discours des gens, à la façon dont on véhicule ces discours pour pouvoir faire parvenir une information, et de cette information on va se demander si elle est exacte ou pas, si elle est véridique ou pas. Le livre Au cœur de l'esprit critique retrace l'origine de la zététique, donc de cet art du doute qui a été promulgué par Henri Brock dans les années 70. C'est un terme maintenant qui est repris pour parler d'esprit critique et de la façon dont certaines personnes vont essayer de différencier la connaissance de la croyance. C'est un livre qui est essentiel à lire, je pense, pour pouvoir analyser des discours politiques, mais aussi des discours assez banals du quotidien, donc des sortes de prêt-à-penser comme « non mais c'était mieux avant » ou « non mais c'est naturel, ça ne peut qu'être bon ». Je trouve que la zététique est assez intéressante lorsqu'on s'intéresse aux idées complotistes, aux fake news, puisque ce sont des outils qui peuvent nous éloigner de ce genre de choses. Malheureusement, le fait d'avoir un esprit critique n'est pas corrélé au fait d'être intelligent ou d'avoir un haut QI. On peut avoir un haut QI et ne pas avoir d'esprit critique du tout. Cependant, je trouve que c'est très bien de s'y former, même si on ne devient pas ensuite super fort aux analyses de discours. On a quelques outils qui peuvent nous permettre de nous aider au quotidien. Pour le classer dans le tableau, je dirais que ce n'est pas un livre qui est politiquement engagé, donc je le mettrai tout à gauche. Et je dirais qu'il est assez facile d'accès, mais pas totalement non plus, donc je le mettrai au milieu ici. Le prochain livre, c'est le Guide du manifestant arrêté, publié par le syndicat de la magistrature. C'est un livre qui est publié en format PDF et libre d'accès, et que j'ai pu lire en quelques heures. C'est un livre qui donne des conseils concrets sur comment se déroule une manifestation, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on se fait contrôler, lorsqu'on nous demande des pièces d'identité, lorsqu'on se fait arrêter, qu'est-ce que cela fait lorsque l'on a une infraction ou lorsqu'on est jugé en comparution immédiate. C'est un livre que je trouve essentiel si on part en manifestation. Ça nous donne des petits tips comme le fait de noter notre numéro de téléphone, mais aussi le numéro de nos proches sur un petit papier si jamais on est arrêté, pour le donner à d'autres manifestants.
Le fait d'avoir un avocat, d'avoir le numéro du coup de cet avocat aussi sur le papier, c'est vraiment un livre que je trouve essentiel et facile à lire, donc je dirais que c'est pas non plus un livre très politisé, très de gauche, parce que n'importe quelle personne peut aller en manifestation et peut lire ce livre pour pouvoir manifester librement, mais aussi sereinement. Et je dirais que c'est un livre qui est facile d'accès, on le lit en quelques heures, ça donne des infos très intéressantes. Donc je dirais que je le mettrai par ici dans le tableau. Le prochain livre fait 800 pages. Il a été écrit par un sociologue, Bernard Lahire. Ce livre est sorti en 2004, mais ses idées sont totalement actuelles. Ça s'appelle « La culture des individus ». Dans ce livre qui regroupe pas mal de témoignages, plus d'une centaine, mais aussi de données ministérielles, on va du coup suivre les entretiens d'individus qui vont répondre à pas mal de questions assez normées posées par le sociologue, notamment des questions comme « Est-ce que vous avez déjà joué à la pétanque ? Est-ce que vous êtes déjà allé faire un karaoké ? Est-ce que vous êtes allé au théâtre dernièrement ? Est-ce que vous avez lu des livres ? Si oui, lesquels ? Est-ce que vous avez vu des films ? Et si oui, lesquels ? » Vous allez me dire « Mais quel est cet interrogatoire policier et à quoi cela va servir ?» En fait, cela va servir à montrer que les individus ont un système de goût, de préférence assez dissonant, c'est-à-dire qu'une personne peut très bien aimer voir des films très légitimes sur le plan social, voir des films d'auteur, voir des films assez de niche et très acclamés par la critique, mais ces mêmes personnes peuvent aussi avoir des goûts musicaux très lambda, voire très populaires, dans le sens où ce sont des musiques qui ne sont pas forcément acclamées par les élites. Et ce profil dissonant chez les personnes, Bernard Lahire va montrer qu'il est assez majoritaire dans la population, à plus de 70% des gens. Donc rares sont les personnes à avoir un profil consonant et donc légitime, c'est-à-dire les personnes qui vont aller à l'opéra, lire de la littérature classique, écouter du Mozart sont assez rares dans la population. Et cela va un peu à l'encontre de ce que disait Bourdieu, qui pensait qu'en fait la majorité des personnes avaient des profils consonants, c'est-à-dire qu'ils avaient des goûts, des préférences qui étaient en accord avec leur culture, leur habitus. Bernard Lahire va citer un passage où Bourdieu va faire référence à un philosophe qui écoutait du rap. Pour lui, par exemple, c'était juste du radical chic. Ce philosophe ne pouvait pas aimer le rap. Ce n'était juste qu'un moyen pour lui de se distinguer par rapport à ses compères. Ce ne pouvait pas être la norme d'avoir un profil dissonant. Bernard Lahire, c'est un sociologue qui s'intéresse vraiment à l'individu, à l'intra-individuel, parce que contrairement à Bourdieu où les individus se forgent un soi par rapport aux autres, Bernard Lahire va s'intéresser à la formation de l'individu, mais par rapport à soi-même. C'est-à-dire que l'individu va certes avoir une préférence culturelle légitime, mais elle peut aussi avoir une préférence culturelle très peu légitime, et cela va former tout autant son identité. Le sociologue Bernard Lahire montre que l'homme n'est pas un omnivore culturel qui va prendre n'importe quelle forme de culture pour pouvoir se construire et forger son identité. Il montre que même si les individus vont écouter du rap, puis lire de la littérature classique, puis aller à l'opéra et faire du karaoké, les individus sont conscients de la hiérarchie des pratiques culturelles et ils sont conscients aussi qu'ils peuvent parfois les assumer ou pas. Et ainsi, il est tout à fait en accord avec Bourdieu, mais il va un peu plus loin en développant cette dimension intra-individuelle des préférences et des goûts de chaque individu. Et ce qui m'a beaucoup intéressée dans ce livre, c'est que Bernard Lahire montre que nos pratiques culturelles ne sont pas forcément influencées par nos goûts. C'est-à-dire qu'il va montrer que l'âge des personnes, mais aussi l'homo ou l'hétérogamie, c'est-à-dire le fait d'être en couple avec une personne de la même classe ou pas du tout, le fait de côtoyer certaines personnes dans nos cercles proches, vont influencer nos pratiques
et vont montrer que certaines pratiques relèvent du social et pas forcément d'un goût individuel. Lire ce travail sociologique, ça a été un peu comme entrer dans la demeure de certaines personnes lambda, de découvrir certaines pratiques. C'est un livre qui est dense, donc je dirais qu'il n'est pas facile d'accès. Et sur le curseur de gauche, je dirais que c'est pas non plus un livre politiquement engagé puisque c'est un travail scientifique. Mais par contre, ça permet d'éclaircir beaucoup d'idées, de prolonger la pensée de Bourdieu. Je dirais que je le mettrai au milieu du tableau. Le prochain livre dont je voudrais vous parler s'appelle Trahir et venger. Comme vous l'aurez remarqué, j'adore la sociologie. Et s'il y a un thème dans cette discipline scientifique que j'apprécie, c'est la notion de transfuge de classe. C'est une notion qui permet de parler de personnes qui sont issues de conditions assez populaires et qui ont réussi par leur parcours professionnel, par des rencontres à s'élever dans la classe sociale. Et ce livre a été écrit par des docteurs en langue qui ont analysé des discours, des récits de transfuges de classe, notamment d'Annie Ernaux, pour nommer la plus connue. Dans ce livre, ce qui est intéressant, c'est que les autrices nous montrent que les récits de transfuges de classe suivent un certain schéma narratif qui est assez connu, voire totalement reconnu. Ce sont souvent des récits de self-made man, de ces personnes qui sont parties de rien, puis qui ont réussi à se créer une vie abondante. Les autrices montre que parfois il y a une ambiguïté entre le fait que ces personnes vont utiliser un langage soutenu pour parler de leur vécu, parfois pour montrer qu'ils ont réussi leur ascension sociale et pour montrer aussi une certaine distance avec leur milieu d'origine. De plus, le terme de transfuge de classe est utilisé mais parfois à mauvais escient puisque certaines personnes ont subi une mobilité sociale peu importante et vont pourtant se réclamer de ce récit. Souvent, les personnes qui vont utiliser le terme de transfuge de classe sont des personnes qui sont issues d'un milieu populaire puis qui vont montrer qu'ils ont réussi. Et c'est très rarement l'inverse, c'est-à-dire qu'il y a très peu de récits de personnes déclassées socialement. C'est un livre que j'ai trouvé passionnant à lire sur le terme de transfuge de classe, mais aussi son utilisation dans la sphère publique. Donc un livre que je dirais assez engagé politiquement et assez facile à lire, voilà. Voilà où je le placerai dans le tableau. Le prochain livre s'appelle « Quand la charité se fout de l'hôpital, enquête sur les perversions de la philanthropie ». Ce livre a été écrit par un journaliste qui s'est intéressé à la pratique de la philanthropie, notamment la philanthropie des personnes riches. Il faut savoir que les Français représentent 1% de la population mondiale, mais 5% des milliardaires sont français. Il y a du coup une totale complaisance de l'État français par rapport aux milliardaires. On sait notamment depuis que l'ISF a été aboli. Le livre montre la complaisance de l'État par rapport aux riches, aux personnes riches, notamment au fait que certaines sociétés ne payent pas d'impôts en France. Les impôts ne sont absolument pas proportionnels à la richesse. Le livre montre comment la philanthropie n'existe que pour pallier un déficit de l'État à pouvoir taxer les plus riches. C'est un livre que je conseille qui est facile à lire et qui permet de s'intéresser à un sujet dont on parle assez peu et qui est la philanthropie. Par rapport au tableau, je dirais que c'est un essai qui est politiquement engagé, donc plutôt ici, et qui est très facile d'accès, donc plutôt vers le haut. Les frontières racontent l'histoire des nations et l'histoire des gens. Elles disent l'histoire de notre temps. Le prochain essai que j'aimerais vous parler, c'est L'exil, écrit par un médecin et un anthropologue français et aussi par une sociologue. C'est un livre que j'ai adoré lire, qui fait partie de mon palmarès des meilleurs livres de non-fiction de ma vie, je dirais, puisque c'est un livre qui traite de migration, de frontières, notamment de frontières franco-italiennes. C'est un essai qui s'intéresse à la migration à Briançon et l'on va suivre les forces de l'ordre, mais aussi des exilés et des associations de protection des exilés. C'est du coup à travers cette triangulation qu'on voit que
Les différents acteurs ont différents moyens pour pouvoir survivre, pour pouvoir protéger leurs intérêts. Il faut savoir que la France a parfois entraîné la migration de centaines de milliers de personnes, notamment en Afrique, par rapport à ses projets économiques. Donc c'est assez affligeant de voir la politique discriminatoire et anti-migration de la France quand on sait que sa politique étrangère provoque justement des migrations. Il faut savoir que cette politique répressive envers les personnes exilées ne va pas les protéger, au contraire, elle va entraîner des morts et des blessés. C'est ce que notent notamment les associations et les collectifs. Le parcours migratoire est semé d'embûches qui les fait de souffrances, de morts. Par exemple, les personnes qui passent la frontière de la Tunisie sont parfois déportées dans le désert du Sahara et que la plupart du temps, les personnes qui sont déportées meurent. On note notamment des pratiques policières qui s'apparentent à l'embuscade, qui s'apparentent aux courses-poursuites, notamment lorsque des personnes sont étiquetées comme sans-papiers ou même soupçonnées d'avoir passé la frontière et de ne pas avoir de papier. Et cette politique répressive est renforcée par le fait qu'il y a des quotas que des policiers doivent faire pour pouvoir avoir certaines primes à la fin du mois. C'est donc des pratiques qui vont être favorisées non seulement par l'institution policière, mais aussi par l'État qui va mettre de l'argent et qui va externaliser le contrôle des frontières en mettant de l'argent dans des pays voisins. Alors que je pense que le mieux ce serait de mettre de l'argent dans l'accueil des personnes, dans leur insertion dans la société. Je pense qu'il faut rappeler qu'on ne choisit absolument pas notre pays de naissance et qu'il faut comprendre que si on est dans un pays qui est très pauvre, qui subit une guerre civile, mais aussi dans un pays qui a été déstabilisé par des politiques étrangères, notamment des politiques françaises, il faut comprendre qu'il y ait de la migration et que la migration, ce n'est pas quelque chose qui est apparu comme ça récemment, ça a toujours existé. Et il faut savoir que les frontières, elles, ne sont que très récentes dans l'histoire de l'humanité. Voilà, donc je dirais que c'est un essai extrêmement engagé politiquement, donc je le mettrai vers la droite. C'est un essai qui, certes, n'est pas facile à lire, mais je dirais que ce n'est pas non plus très très difficile pour une personne lambda. Donc je le mettrai ici dans le tableau. Le prochain livre dont j'aimerais vous parler a été écrit sans surprise par un sociologue, Nicolas Duvaux, qui s'est intéressé aux inégalités sociales et notamment dans ce livre à l'avenir des personnes qu'il a interrogées. Ce livre s'appelle L'avenir confisqué et dans ce livre, il va notamment montrer que la science de la subjectivité, donc le fait de demander le ressenti des gens, est une science qui est tout à fait valable, notamment pour comprendre la motivation des votes des gens. Il va montrer que les électeurs d'extrême droite vont voter non pas forcément à cause de leur racisme, même s'il peut y en avoir, mais ils vont montrer aussi que ce sont des électeurs qui vont avoir une sorte d'anxiété par rapport à leur avenir et qui vont avoir une peur d'un nivellement vers le bas, notamment un nivellement social. Il va montrer que les personnes de classe moyenne vont certes envier les personnes les plus riches, mais surtout ils vont avoir peur de se retrouver en bas de la classe sociale. Et donc ce qu'on comprend bien en lisant ce livre, que ce n'est pas le revenu objectif qui compte pour comprendre les motivations des gens et leur bord politique, c'est vraiment leur revenu en fonction des personnes qui les entourent, en fonction de ce que ce revenu peut déterminer comme marqueur social. J'ai trouvé cela extrêmement passionnant, c'est vraiment un bon livre de sociologie qui permet de mieux comprendre les inégalités en termes d'avenir. Dans la dernière partie du livre, il va s'attarder sur la notion de philanthropie, notion qui rejoint un peu le livre dont je vous ai parlé, écrit par le journaliste Vincent Hédin. Il va montrer que la philanthropie, c'est un moyen pour les plus riches de transformer leur capital économique en capital symbolique. Ça va leur permettre donc de se parer d'une très belle image aux yeux du public en transformant leur richesse en dons défiscalisés. Et il faut savoir que souvent, les dons que vont offrir les plus riches représentent à peine 1% de leur richesse, ce qui est très peu en proportion. Donc ça montre que les contribuables
participent à des causes choisies par les plus riches sans leur consentement. Le prochain livre dont j'aimerais vous parler, c'est un livre qui traite du conflit israélo-palestinien. C'est un livre qui a été écrit par un auteur israélien, un historien qui s'appelle Ilan Pappé, qui fait partie du courant des nouveaux historiens puisqu'il a à cœur de montrer la véracité de l'histoire de la création d'Israël. C'est un livre qui a été assez éprouvant à lire. J'ai dû faire pas mal de pauses dans cette lecture. Ça montre un peu les pires horreurs que puissent faire et perpétrer les êtres humains à l'encontre d'autres êtres humains, et cela sous l'indifférence de journalistes, mais aussi de rapporteurs des Nations Unies. Il faut savoir que la Palestine a été sous mandat britannique jusqu'en 1948, je crois. Et à la fin de ce mandat britannique, l'ONU devait statuer sur la création de 2 États, donc un État palestinien et un État israélien. Cependant, les Palestiniens ont protesté puisque déjà, au niveau démographique, ils étaient bien plus nombreux que les Israéliens et pourtant, la répartition des terres n'était pas proportionnelle à cette démographie. Donc, il faut savoir que les Israéliens ont perpétué la destruction de territoires urbains mais aussi ruraux, avec du coup une politique de terreur à travers une force paramilitaire qui est la Haganah. De plus, dans le livre, on apprend que le fondateur d'Israël, Ben Gourion, avait déjà parlé de faire s'en aller les Arabes dans une lettre qu'il adressait à son fils en 1937, donc bien avant la fin du mandat britannique. Donc il y a une réelle volonté de faire partir les Palestiniens de leur territoire. Et ce qui est fou dans cette histoire, c'est que c'est une migration forcée des Palestiniens, qui soient arabes mais aussi chrétiens. Le livre note notamment la destruction de villages où se côtoyaient des chrétiens mais aussi des musulmans, et que cette forme de solidarité entre des peuples de 2 religions différentes ont aussi été attaqués par les Israéliens. Et cette colonisation a aussi permis la création de camps de travail où les Palestiniens sont devenus des main-d'œuvre gratuites pour pouvoir produire des produits israéliens. Et il faut savoir que la Nakba, donc cette catastrophe qu'ont subi les Palestiniens à partir de 1948, se répercute maintenant aujourd'hui. Il faut savoir que les Palestiniens ne peuvent pas racheter des terres qui leur appartenaient en Israël initialement, et que même si un Palestinien se marie avec un Israélien, il ne peut pas rester en Israël. Bref, il y a vraiment un 2 poids 2 mesures fait en Israël à l'encontre des Palestiniens. Et le fait de retracer cette histoire montre à quel point Israël a cherché à masquer l'exil des Palestiniens et tout ce qui fait référence à la Nakba, c'est-à-dire que ils ont détruit des monuments historiques, ils ont détruit des écoles, des églises, des mosquées. Ils ont même cherché à masquer ces destructions en faisant pousser des forêts, en faisant croire qu'ils avaient une volonté de verdir leur territoire, alors que c'est surtout une volonté de masquer certains sites historiques. J'ai trouvé cela extrêmement passionnant à lire, on apprend beaucoup de choses sur l'histoire, et je ne peux que vous conseiller cette lecture, même si elle peut être assez difficile à lire par certains passages assez affligeant. Donc je dirais que c'est un livre politiquement engagé, donc plutôt à droite dans ce tableau, et vers la difficulté de lecture, je dirais que c'est pas un livre aisé, donc je le mettrai ici. Prochain livre, on part au Burkina Faso. C'est un livre qui a été écrit par Thomas Sankara, un ancien leader du Burkina Faso qui a été extrêmement visionnaire en termes de lutte anticolonialiste. Thomas Sankara a été un président du Burkina Faso extrêmement acclamé, extrêmement aimé de sa population aussi, parce qu'il avait une vraie volonté de combattre le colonialisme, notamment le colonialisme français. Il avait une volonté à vouloir intégrer les femmes dans la politique du Burkina Faso. Il a aussi voulu combattre la corruption, et donc il y a eu un réel plan
anticorruption qui a été créé. Il a notamment voulu combattre les privilèges des fonctionnaires, des hauts fonctionnaires d'État. Et il a aussi voulu privilégier, et ça c'est très important de le rappeler, l'autosuffisance du Burkina Faso, notamment l'autosuffisance alimentaire. Il n'a pas voulu d'aide alimentaire des pays étrangers, notamment de la France. Du coup, il a fait pousser pas mal de plantations au Burkina Faso. Il a privilégié l'agriculture paysanne et vivrière. Et il a privilégié le textile et les vêtements du Burkina Faso. Il voulait vraiment le bien de sa population et l'ONU a même attesté de la disparition de la famine au Burkina Faso sous sa politique d'autosuffisance alimentaire. Et dans le livre L'émancipation des femmes et la lutte de la libération de l'Afrique, il va montrer à quel point inclure les femmes dans la société en tant que citoyennes actives est totalement essentiel pour pouvoir avoir une politique égalitaire, mais aussi anticolonialiste et antipatriarcale. Il va prôner l'éducation des femmes, mais aussi l'éducation sexuelle pour éviter que des femmes puissent tomber enceintes trop jeunes. Bref, c'est vraiment un homme qui a été visionnaire sur plein d'aspects politiques et qui a aussi pas mal fâché des dirigeants français, notamment Mitterrand, par justement ses prises de position, son intégrité, sa probité. Je ne peux que vous conseiller de vous intéresser à ce personnage. Le prochain livre dont j'aimerais vous parler est un ouvrage de philosophie de Jean-Paul Sartre nommé L'existentialisme est un humanisme. C'est pas un essai politiquement engagé, mais il y a quelque chose dans la philosophie de Sartre qui permet d'y voir une volonté de s'inscrire dans une force politique, dans une mobilité. Ce n'est pas un livre politiquement engagé comme tel, mais il y a dans la philosophie de Sartre quelque chose qui nous pousse à agir dans le monde, qui nous pousse à nous affirmer, notamment politiquement. L'existentialisme pour Sartre, c'est une philosophie où l'homme est à construire. C'est-à-dire que pour lui, l'homme n'a pas d'essence, l'homme n'a pas une identité lorsqu'il naît. L'homme est un être qui doit se construire, qui doit agir pour pouvoir se définir. Pour Sartre, l'homme, c'est un être qui est responsable de ses actes, qui doit réfléchir notamment à ce qu'il peut ou ce qu'il ne peut pas faire en fonction des autres. Donc c'est un être qui doit être responsable, mais qui doit aussi et surtout agir pour pouvoir se construire, pour pouvoir s'inscrire dans le monde. J'ai trouvé cela extrêmement intéressant. Et surtout, c'est une philosophie que je trouve très nuancée. Pour Sartre, l'homme doit certes agir, mais pas dans une sorte de vision méritocratique où s'il veut, il le peut. Sartre dit clairement que certes, il y a des choses que l'homme peut vouloir, mais qu'il ne pourra pas faire. Et c'est comme ça, il y a des limites matérielles à ce que peut faire l'homme. Cependant, il nous enjoint à agir, à ne pas être dans l'hypothèse ou dans la projection dans l'avenir. Et donc je trouve que c'est vraiment une philosophie qui est compatible avec le mode de vie militant qu'on pourrait avoir dans la sphère politique. Donc c'est un ouvrage que je trouve certes pas non plus très facile, mais ce n'est pas non plus un ouvrage très difficile. Donc je le mettrais plutôt par ici dans le tableau. Et même si politiquement ce n'est pas très de gauche, je dirais que c'est un ouvrage qui permet d'implémenter une vision politique dans sa vie. Donc je le mettrais plutôt par ici. Prochain livre, c'est un livre écrit par une sociologue, Marie Bergström, qui s'appelle Les nouvelles lois de l'amour. Cette sociologue s'intéresse à la sexualité et notamment aux rencontres amoureuses numériques. C'est un livre extrêmement facile à lire, je trouve, et qui s'intéresse à la problématique des rencontres en ligne, notamment des rencontres amoureuses en ligne. J'avoue que personnellement, j'avais un a priori un peu sur les rencontres en ligne. Je me disais que c'était juste une marchandisation du corps, que cela ne pouvait que favoriser des relations éphémères, ce qui est assez ironique quand on sait que j'ai rencontré mon copain en ligne. Mais ce sont toutes ces suppositions qui ont volé en éclats lorsque j'ai lu ce livre, puisque la sociologue va montrer que cet idéal de la rencontre amoureuse dans la vraie vie est un idéal romantique issu de notre imaginaire, que même au 19e siècle, il existait des agences matrimoniales et qu'elles étaient déjà pointées du doigt.
parce que justement, elle mettait à mal l'idéal de la rencontre amoureuse au hasard au coin de la rue. Et l'autrice nous montre que les applications de rencontres permettent à des gens de même classe de se rencontrer, de se voir. Et bien sûr, cela aboutit à des relations et à des mises en couple extrêmement rapides, puisque sur ces applications de rencontres, les gens sont là justement pour se rencontrer. Il n'y a pas cette ambiguïté dans la vie réelle de savoir si la personne est en couple, de tâter le terrain, de savoir si elle est intéressée ou pas. Dans la rencontre qui est faite en ligne, on sait pourquoi les gens sont là, donc c'est tout à fait normal si les gens se mettent en couple plus rapidement. Mais l'autrice ne fait pas du tout l'éloge des applications de rencontres, elle pointe aussi du doigt la différence de traitement des femmes par rapport aux hommes sur ces applications. Elle montre que souvent sur ces applications de rencontres, les femmes à partir d'un certain âge sont considérées comme périmées, alors que les hommes à partir d'un certain âge sont considérés comme toujours valables. L'autrice montre que ces applications de rencontres sous-évaluent les besoins des femmes. Souvent, ces applications pensent que les hommes veulent plutôt des relations éphémères, tandis que les femmes veulent des relations stables. La seule différence entre hommes et femmes, c'est que les femmes passent d'un modèle d'expérimentation du couple à un modèle de relation stable un peu plus tôt que les hommes, mais cela ne veut pas dire que les femmes n'expérimentent pas leur sexualité, ne veulent pas de relations éphémères. En somme, l'autrice montre que les applications de rencontres ne sont que la conséquence d'une société qui prône l'expérimentation personnelle, l'exploration du désir individuel, et surtout ce sont des modes de rencontres qui sont totalement en accord avec une jeunesse où les carrières sont assez erratiques, les carrières professionnelles sont assez instables, et donc le mythe de ces personnes qui veulent fonder une famille, avoir une relation stable, ne sont pas forcément des volontés que partagent tous les jeunes actuellement. Dans le champ politique, il n'existe donc pas d'écologie véritablement politisée, mais seulement des écologies repolitisées. Écofascisme, suivi de l'écologie n'est pas apolitique d'Antoine Dubiot. Ce livre, c'est un essai sur un sujet sur lequel je ne me suis pas beaucoup attardée dans ma pensée, dans mon cheminement intellectuel. C'est le croisement entre l'écologie et le fascisme. L'auteur montre dans son livre qu'il y a deux moyens pour le fascisme de rejoindre les idées écologiques, c'est l'intégration d'idées fascisme dans un processus, dans une pensée écologiste qui existe, ou alors c'est la récupération par l'extrême droite d'idées écologistes pour pouvoir nourrir ces idées racistes, mais aussi discriminatoires. Cette collision entre écologie et fascisme, elle peut être permise si on est assez mal renseigné sur certains domaines, notamment la modernité, la collapsologie, la décroissance. Et donc, si on est assez peu, voire mal informé sur ces sujets, la pensée fasciste peut aussi s'intégrer, s'immiscer dans nos imaginaires, dans nos discours. C'est un livre que j'ai trouvé extrêmement intéressant puisque c'est un livre nuancé. Il va pas nous donner une feuille de route avec des cases à cocher sur ce que serait l'écofascisme, puisqu'il va vraiment montrer qu'il peut s'immiscer n'importe où, n'importe comment. Et par contre, ce qui est extrêmement clair dans la prise de position de l'auteur dans le livre, c'est que l'écologie ne peut pas être apolitique. Donc un livre pas non plus facile d'accès, mais qui mérite d'être lu par tout le monde, et un livre politiquement engagé, ça c'est clair. Le prochain livre dont j'aimerais vous parler est une brique, aussi énorme que la culture des individus de Bernard Lahire. C'est Une histoire du conflit politique de Julia Cagé et de Thomas Piketty. C'est un livre qui a été écrit par des économistes français, très connus, et que je vous conseille d'ailleurs. Et c'est un livre qui s'intéresse à retracer l'histoire politique de la France sur 2 siècles et à travers le vote de 36 000 communes. C'est un livre mastodonte qui recense énormément de données. Vous avez plein de graphes dans ce livre et j'avoue que parfois j'en ai pas assez puisque je ne pouvais pas tous les lire tellement c'était dense et ardu aussi comme lecture. Mais par contre,
qu'est-ce que c'est intéressant? Ça soulève énormément d'idées. Je m'intéresse beaucoup à la politique et notamment aux questions des inégalités sociales. Et là, mais vous en avez à foison. Les auteurs s'intéressent aux inégalités, que ce soit en termes de monde urbain, du monde rural, en termes de classe dominante, dominée. Mais aussi, ça va se questionner sur la différence des élèves et de leurs résultats scolaires en fonction de leur temps de trajet. Ça va s'intéresser au rôle des femmes dans le poids du vote de gauche. Plein de sujets aussi intéressants sont développés dans ce livre. J'ai trouvé ça extrêmement passionnant. Et donc cette question des inégalités est vraiment mise en avant puisque les auteurs vont montrer qu'il y a non seulement une inégalité économique, c'est-à-dire que il faut savoir que 10% des plus riches en France détiennent 55% du patrimoine français, ce qui est énorme. Mais il y a aussi une inégalité qui est d'ordre politique, c'est-à-dire qu'il y a très peu de députés français qui sont issus de la classe ouvrière, alors que le monde ouvrier constitue une classe qui est assez importante en France. De plus, le livre montre aussi qu'il y a une particularité politique actuelle qui est la tripartition, avec le bloc de droite, le bloc de gauche et le centre, qui n'existait pas dans les années 50, où il y avait qu'un seul bloc de gauche et un seul bloc de droite. Et les auteurs ont montré qu'il y avait cette capacité de la bourgeoisie à se dégager du bloc de droite pour pouvoir défendre leurs intérêts économiques. Et cela se voit notamment aujourd'hui avec Macron qui défend les plus riches et leur patrimoine. Donc un livre que je placerai dans les lectures les plus dures à lire, mais aussi dans les lectures les plus engagées, ou en tout cas très engagées à gauche. Des catégories telles que migrants ou réfugiés ne désignent pas tant des groupes sociaux homogènes qu'elles représentent des modes de gouvernance et de différenciation régis par l'État. Le prochain livre, Frontières et domination, écrit par Harsha Walia, est un essai que je conseille à tout le monde. Il faut savoir que la question des frontières m'intéresse beaucoup, de comment est-ce que, à partir de frontières créées par les humains, on en vient à avoir des politiques discriminatoires et inhumaines. Et je voulais vraiment prolonger mon livre L'Exil avec ce livre qui parle de frontières. Et j'ai trouvé cela extrêmement passionnant. L'autrice est une activiste militante canadienne qui est spécialisée dans le droit et notamment dans la justice migratoire. Elle montre comment les États-Unis, issus, on va le rappeler, d'un génocide des populations amérindiennes autochtones, sont aussi à l'origine de politiques discriminatoires à l'encontre de personnes qui ne feraient pas partie de leur État. J'ai trouvé que c'était un livre passionnant puisque à travers la notion de frontière, elle va montrer comment les politiques migratoires alimentent aussi les politiques carcérales et comment les prisons, qui sont de total business aux États-Unis, permettent d'avoir une main-d'œuvre très peu chère pour pouvoir alimenter l'économie des États-Unis. L'autrice va citer un politologue, Cédric Robinson, qui a développé le terme de capitalisme racial, où le fait d'avoir une politique discriminatoire et raciste à l'encontre des personnes exilées va permettre d'alimenter le capitalisme. On pense notamment à la sous-traitance des flux migratoires des pays européens qui vont du coup payer des pays frontaliers pour pouvoir gérer la crise migratoire. Ce qui va du coup alimenter un capitalisme de surveillance, mais aussi carcéral. Et sans surprise, les frontières alimentent aussi le fascisme. On va par exemple penser à Trump aux États-Unis ou alors à Modi en Inde. Et le cas de l'Inde est assez problématique et assez spécial puisqu'il y a toujours ce système de caste avec les brahmanes en haut de la hiérarchie sociale. Une des dernières parties du livre parle notamment de l'écofascisme, ce qui rejoint le livre d'Antoine Dubiot. Elle va montrer comment le militarisme vert ou la colonisation déterre des populations opprimées dans un contexte d'accaparement des richesses, mais aussi d'une sorte d'écologie un peu impérialiste, puisqu'on va se dire que les populations
dominées ne peuvent pas bien s'occuper de leurs terres, qu'elles ne sont pas assez écolos. Et donc cela va entraîner des politiques colonialistes. C'est un livre qui traite, comme vous le voyez, de racisme, de fascisme, de capitalisme, de colonialisme, bref. C'est extrêmement passionnant, ça regroupe plein de sujets, ça les lie entre eux. Je trouve que c'est un très bon moyen pour approfondir des sujets que je trouve assez importants dans les luttes de gauche. Et je ne peux que vous en conseiller la lecture. Donc au niveau du tableau, je le placerai tout à droite. Et en termes de difficulté de lecture, je dirais que c'est accessible, mais qu'il faut prendre le temps de se plonger dans le livre. Notre perception est partielle, notre attention est limitée, notre mémoire est infidèle. Le dernier livre de non-fiction dont j'aimerais vous parler s'appelle « Votre cerveau vous joue des tours » d'Albert Moukébert. Albert Moukébert est un psychologue qui s'intéresse à la cognition, à la façon dont les êtres humains pensent. Le fait de réfléchir à ce qu'on pense, c'est ce qu'on appelle la métacognition. C'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Je pense que le débat public se porterait mieux si les gens s'intéressaient à comment ils pensent, à la manière dont ils intègrent des informations, comme véridiques ou non. Je m'intéresse aussi beaucoup aux biais. Et un des biais qui me fascine, c'est la dissonance cognitive. Je suis tout à fait convaincue que le fait de s'intéresser à la façon dont on pense permet de parfois initier des actions. Et par exemple, avec la dissonance cognitive, ce qui me fascine, c'est par exemple les gens qui disent qu'ils adorent les animaux, qu'ils les aiment, qu'ils les chouchoutent et qui mangent de la viande. Pour le coup, c'est une dissonance qui m'a beaucoup trotté dans la tête et je pense que c'est ce qui m'a aussi poussée à devenir végétarienne à 17 ans et végétarienne voire végane maintenant. Je nuance un peu le propos, je ne dis pas que le fait de comprendre comment on pense permet de se politiser, mais je trouve que c'est un outil essentiel pour pouvoir se construire politiquement et pour pouvoir analyser des discours dans les médias. Il y a d'ailleurs une vidéo qui a sorti Mathieu Burgalassi sur l'esprit critique, où il montre que ce n'est pas parce que l'on parle d'esprit critique que l'on est politisé. Il faut vraiment nuancer la chose. Mais par contre, je pense que s'intéresser à comment on pense, aux biais cognitifs, à tous les travers où on peut tomber, ça permet vraiment de se forger une bonne hygiène mentale. Et j'aimerais préciser que ce n'est pas un livre qui excuse les comportements humains, c'est vraiment un livre qui analyse l'esprit humain, qui analyse nos biais, le pourquoi on fait telle action alors que c'est totalement irrationnel, pourquoi par exemple on va faire ou penser telle chose. C'est vraiment un livre qui permet de mieux nous comprendre, de mieux nous analyser. J'aime beaucoup faire cette introspection de la pensée humaine et je pense qu'on devrait tous le faire. Voilà, donc j'espère que c'est un livre que vous aimerez bien. Et au-delà de vouloir apprendre tous les biais cognitifs, c'est vraiment un livre qui nous invite à l'humilité face à tout ce qu'on peut dire, à tout ce qu'on peut penser. Et je pense que c'est une bonne manière de conclure cette vidéo puisque c'est le dernier livre que je vous présente. Et j'aimerais préciser que tout ce que je dis, tout ce que je pense, toutes mes convictions, tout ce que j'affiche dans cette vidéo, ce sont des pensées que j'ai maintenant, qui sont issues de plusieurs années de réflexion, d'années aussi de lecture, mais ce ne sont pas des pensées qui sont figées. Peut-être que plus tard j'aurai d'autres positions, peut-être que j'aurai aussi d'autres manières de penser. Donc vous pouvez ne pas être d'accord avec moi, j'invite vraiment au débat sain, mais cependant je contrerai bien sûr les commentaires sous la vidéo, puisque je sais que ça peut être une vidéo qui peut faire polémique sur pas mal de sujets. Donc ce livre, je le placerai plutôt tout à gauche parce que je ne pense pas que ce soit un livre politiquement engagé. Par contre c'est un livre qui est facile à lire, donc je ne peux que vous le conseiller. Voilà, j'espère que cette vidéo, qui sera longue je pense, vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Le débat est bienvenu, mais j'aimerais vraiment avoir un espace bienveillant sous la vidéo. Et n'hésitez pas à me conseiller des livres pour me politiser un peu plus. Et je vous dis à très bientôt.